Bonjour à Super. toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire de l'association Écotis. Je vais présenter très rapidement l'asso et après je te passe la main, Angèle. L'association Écotis, on est un réseau de 130 collectifs dans 130 organisations différentes. Ce sont des groupes de salariés qui cherchent à transformer de l'intérieur leur organisation. Et nous, en tant qu'association, on est là pour les aider, d'une part à se créer, et ensuite à mener des actions, à s'organiser, à s'animer. On essaie de les accompagner à la fois par des appels réguliers, mais aussi des parcours d'accompagnement, des outils qui sont accessibles sur notre site, et donc des rencontres locales régulières et des webinaires comme celui-là. Je te passe la main, Angèle. Oui, c'est ça. Et donc, depuis le mois de mai, on organise un mois thématique sur le thème des nouveaux récits et des imaginaires en partenariat avec 2030 Glorieuse, qu'on a appelé le mois des imaginaires. Le but principal, c'est de resituer la transition écologique que nous souhaitons et les futurs que nous voulons. Pour cela, on a organisé des afterworks dans toute la France pour découvrir l'atelier 2030 Glorieuse. Et on a également publié des entretiens et des publications qui sont retrouvables sur notre site internet. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on organise aujourd'hui notre webinaire pour explorer le sujet de façon plus globale avec l'Institut des futurs souhaitables et 2030 Glorieuse. Je vais laisser la parole à nos intervenantes et intervenantes, donc Léna et Mathieu, pour se présenter, présenter leur parcours chacun d'abord rapidement, puis ensuite vous aurez un peu plus de temps chacun pour Mathieu pour nous présenter la prospective et le pouvoir des récits, et Léna pour animer un atelier un peu plus participatif, pardon. Et finalement, en fin de webinaire, on aura une discussion croisée et vous pourrez tous poser vos questions dans le chat ou à l'oral. Hop. Je te laisse y aller, Léna. Super, merci. Merci beaucoup pour l'invitation et bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je m'appelle Léna Felderoche, je fais partie de l'association 2030 Glorieuse et j'aime bien me présenter comme utopiste et entrepreneur. Ça tombe bien parce que c'est à peu près l'ADN de 2030 Glorieuse. C'est une belle communauté dont je vais vous parler juste après. Mais voilà, pour me présenter, utopiste et entrepreneur, c'est-à-dire que j'aime bien rêver grand et faire de mes rêves des stratégies, pour reprendre des mots de Patrick Vivray. Il y a 8 ans, j'ai basculé. Euh, J'aime bien dire que j'ai senti que c'est comme si je croyais que la Terre tournait autour, enfin, j'avais compris que la Terre tournait autour du Soleil, et alors que je croyais que c'était l'inverse. C'est vraiment, il y a eu un changement de paradigme en moi. Et donc, je me suis projetée sur mon utopie à ma petite échelle, et à une échelle sociétale aussi. Et à ma petite échelle, c'était vivre de mon engagement. C'était pouvoir faire ce que je faisais au niveau associatif. J'ai commencé par m'engager dans des associations. Je suis basée sur Nice à la base. Et je me suis dit, comment arriver à en faire un métier? Et aujourd'hui, j'en vis depuis 8 ans. Et ce qui m'anime, c'est vraiment, je pense, dans ma vie professionnelle comme ma vie personnelle, c'est possible. Tu peux passer la slide, s'il te plaît, Angèle. Yes, merci. Euh, donc, d'où ça vient tout ça? Quel a été l'impact des nouveaux récits pour moi? Si tu peux passer la slide suivante. Ma bascule a commencé notamment pendant mes expatriations. Je suis partie en Chine et en Inde. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller dans ces pays, mais je me suis pris une énorme claque de prise de conscience de l'ampleur, de l'urgence, de la gravité des enjeux. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire à mon échelle parce que je me sens complètement dépassée. Et là, je suis revenue en France. J'étais alors étudiante. Tu peux passer juste la slide. Et j'ai créé à ce moment-là un premier mouvement. Bon, à l'époque, c'était pas un mouvement, c'était un festival qui s'appelle la COP1 étudiante. Et l'ambition, c'était de fédérer différents mouvements étudiants. C'était en 2019, il y avait une ébullition dans le monde étudiant. Et l'idée, c'était d'avoir un événement où on se rencontre, on se rassemble et on a créé une coalition derrière pour faire rapport de force et pour pouvoir faire des projets ensemble. Et cet événement m'a fait comprendre qu'en fait, on a fédéré en 4 mois 25 des plus grosses associations étudiantes de France. Et ça m'a fait vraiment prendre conscience de mon pouvoir d'agir. On a un énorme pouvoir d'agir, et même en tant qu'étudiante. Et donc ça a été un premier élément de mon récit personnel, cette prise de conscience de mon pouvoir d'agir. C'est ce que j'ai eu envie de transmettre par la suite. Donc le logo qui s'affiche pas, c'est Lumia. J'ai ensuite rejoint la co-création d'une école qui s'appelle Lumia, qui est aussi un centre de formation sur l'économie régénérative.
Centre de recherche-action sur l'économie régénérative. Donc là, c'était diffuser des nouveaux récits d'une autre économie. Si on est d'accord sur le fait que l'économie actuelle, extractive, linéaire, nous mène dans l'impasse, eh bien, quel autre type d'économie pourrait-on réinventer? Donc, j'ai contribué à la création de cette école. Et ensuite, j'ai créé une structure qui s'appelle Mission Eco-Humans, qui vient de manière un peu plus globale questionner les récits de notre position en tant qu'humain par rapport aux autres espèces, au système Terre. Et donc, toutes ces expériences m'ont amenée à... Moi, je suis facilitatrice, je suis experte en design pédagogique, donc c'est-à-dire que je conçois des formats d'animation, j'ai conçu une méthode d'accompagnement à la transformation. Et cette méthode, je viens notamment la confronter, l'enrichir avec tout ce qui se fait dans la convention, l'association CEC, la Convention des entreprises pour le climat, qui a, depuis 2021, je ne sais pas si vous la connaissez, embarqué plus de 1500 structures dans des parcours de transformation pour dirigeants. Et dans cette association, nous avons créé récemment un nouveau parcours qui s'appelle la Convention du monde académique et qui s'adresse à des dirigeants du monde académique. On a une cohorte de 80 personnes, de la formation initiale, de la formation continue, et des acteurs de l'insertion professionnelle. Et on va les accompagner sur un programme d'1 an sur comment se transformer à la fois en tant que structure, mais aussi en tant que secteur. Et donc là, on vient, moi, dans les éléments de mon parcours, c'est venir questionner le récit dans le monde académique, dans le monde de l'éducation. Ça me paraît être un levier clé de la bascule de notre société. Donc voilà un petit peu sur mon parcours. Et qu'est-ce qui m'a amené du coup à 2030 Glorieuse en particulier? Eh bien, moi, je me pose vraiment cette question au quotidien. Comment embarquer pour transformer? J'ai des éléments de réponse avec mes expériences, mais c'est loin d'être figé. Ça évolue tout le temps. J'ai vous voyez là, différents points qui sont des objectifs pédagogiques que je reprends dans mes accompagnements. Et quand j'ai commencé à accompagner, je trouvais qu'on avait, et moi la première, beaucoup plus de place donnée à la prise de conscience de l'ampleur des enjeux et décrypter la complexité des enjeux systémiques, et c'est absolument nécessaire, mais pas suffisant. Et il y avait très peu de place sur la capacité à se projeter sur un futur vivable, porteur d'espoir pour soi, pour la société et son organisation. Il y avait tout un tas d'autres objectifs pédagogiques que vous voyez là ci-dessous, avec d'autres modalités correspondantes, mais vraiment peu de place là-dessus. Et moi, je commençais, comme beaucoup, dans mes parcours de transformation, avec des super outils qui sont des fresques, des outils qui correspondaient à ces premiers objectifs pédagogiques. Mais ça n'allait pas assez loin, et je remarquais qu'il y avait beaucoup de personnes qui tombaient parfois dans une inaction du fait de dans une inaction parce qu'ils ils portaient le poids du monde sur leurs épaules. Ils n'avaient pas conscience de quelles sont en fait les solutions concrètes et impactantes qui existent déjà aujourd'hui. On pourrait passer à l'échelle. Comment on tisse entre toutes ces solutions concrètes pour faire un récit de société qui nous donne envie d'agir, et ensuite comment on se met au travail. Et donc j'ai progressivement mis cet objectif pédagogique un peu plus au cœur de mes transformations, voire au début. Pourquoi au début de mes parcours d'accompagnement? Eh bien parce que si vous faites un plan de formation dans vos entreprises, si vous commencez par former les gens, c'est super, c'est chouette, mais d'abord peut-être qu'il faudrait leur donner l'envie d'agir, l'envie de se former. Et je trouve que les formats tels que ce que fait l'association 2030 Glorieuse, l'IFS, la Fresque des nouveaux récits, etc., et tout l'écosystème des nouveaux récits, eh bien, c'est des formats qui donnent envie d'abord de se former. Et ensuite, on rentre dans les enjeux. En tout cas, pour moi, c'est ce qui marche bien. Tu peux changer la slide. Et donc, ce que je fais dans, par exemple, les parcours CEC, donc la méthodologie qui a été développée par l'association CEC, qui n'est absolument pas la mienne, moi je co-design juste le parcours avec mes équipes sur le parcours CEC Monde Académique. Eh bien, on va suivre ce qui s'appelle la théorie U d'Otto Scharmer, je ne sais pas si vous connaissez, et on va avoir cette espèce de processus où on va prendre conscience petit à petit des enjeux, puis arriver à un point de lâcher prise, laisser venir, et là on va pouvoir se projeter sur un futur souhaitable. Et c'est ce qu'on a fait avec donc 2030 Glorieuse, très concrètement, pour vous donner un exemple.
On a, après ce moment de lâcher prise, de laisser venir, fait intervenir des membres de l'association 2030 Glorieuses qui ont projeté ces 80 dirigeants sur quelle pourrait être la trajectoire de notre société en 2030-2040 et quelle pourrait être la trajectoire du coup du secteur. Et donc, on retombe sur la trajectoire de chacune des organisations présentes. Tu peux passer la slide. Et je termine rapidement. Et donc voilà, concrètement, un voyage en 2030 glorieuse, qu'est-ce que c'est? Donc 2030 glorieuse, c'est cette époque fabuleuse où on a réussi à rendre notre société plus durable, plus solidaire, plus heureuse. Et donc ça va être un voyage, un atelier très bas carbone, puisque vous allez rester sur place, sur vos chaises. Et on a des guides, moi je suis guide en 2030 glorieuse, et on va vous guider pour vous projeter à la fois individuellement, mais aussi à l'échelle sociétale. Et on va retomber ensuite, on va revenir au présent et se demander quelles sont les actions qui existent déjà, comment on pourrait les faire passer à l'échelle pour faire advenir le récit qu'on a projeté. Donc voilà, c'est un des voyages des plus dépaysants avec un bilan carbone des plus faibles, comme aurait dit Thomas More. Et voilà, tu peux passer la dernière slide. On a déjà déployé la communauté de 2030 Glorieuse est une grande communauté avec des milliers de personnes en France qui déploient ces ateliers. Voilà quelques exemples de référence. Je vous ai donné un exemple à la CEC, mais on va expérimenter tout ça après. Je laisse la parole à Mathieu. Merci. Merci beaucoup. Merci de contribuer à essayer de réhabiliter demain. Parce qu'en fait, c'est ça un des gros sujets, et même peut-être la bataille préalable à toutes les batailles, c'est que demain, il est vraiment sinistré, depuis très longtemps d'ailleurs, hein. Et donc, essayer de réouvrir un peu les imaginaires, c'est le préalable justement à voir le monde un peu différemment. Donc, merci d'y contribuer, 2030 Glorieuse. Merci à toi, merci à Julien aussi, Vidal, qu'on a accueilli dans l'Institut au moment où il se cherchait justement dans ses projets. Merci à Éric Duverger, qu'on a aussi accueilli dans l'Institut au moment où il cherchait à structurer son envie de CEC. Et puis à Hortense Noiret, que tu as vu, qui est aussi qu'on a accueilli. Donc, vous l'avez bien senti, nous, on est un asile pour réinventeurs de monde. En fait, moi, je suis historien, intéressé par les utopies, justement, comme un moyen de transcender la réalité politique. J'ai vu dans mes études en Sorbonne qu'il y avait des hommes, des femmes qui avaient un super pouvoir, qui, à travers leur art, leur littérature, leur théâtre, qui arrivent à donner une représentation du futur avec une telle énergie qu'il invite les contemporains à le construire. Donc, je me suis posé la question, dans mon temps, à la fin du XXe siècle, c'était quoi, moi, l'utopie qui allait nous faire passer à un autre état de civilisation? Et là, je vois arriver deux choses. Je vois arriver le développement durable. Et assez vite, j'ai compris que le développement durable, avec toutes ces causes qui étaient très disparates, ça n'allait pas transformer un système pour un autre, mais par contre, ça allait questionner profondément les aliénations d'un système qui était en train de se finir. Et j'ai découvert la prospective, cette indiscipline intellectuelle, comme le dit si joliment Pierre Massé dans les années 50, qui est une manière d'appréhender l'avenir, pour le coup, avec de la rigueur scientifique, avec des scénarios et des possibles, mais en fait, c'est de la grande poésie, puisque le futur, c'est une matière extrêmement volatile. Au moment où on en parle, le futur, on l'a déjà transformé. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut en parler, avant que d'autres que vous n'en parlent, pour le coup. Et, euh, et donc, l'Institut des futurs souhaitables s'est marqué sur notre titre, ce qu'on essaye de faire. On essaye d'imaginer l'avenir, exercice extrêmement compliqué, et pas seulement que maintenant. Encore une fois, grâce ou à cause de la volatilité de la matière. Et puis, on fait des voyages aussi. On a pris l'allégorie du voyage il y a 20 ans, parce qu'on est dans ce moment où on doit aller, on doit traverser, on doit se mouvoir. Et donc, l'idée, et la question de notre webinaire, c'est comment on fait pour bouger, alors qu'on sait, à mon avis, qu'il y a plus de risques à pas bouger qu'à bouger. Donc, on fait des voyages dans le futur. Donc, on a choisi, nous, un horizon un peu plus long, puisque la prospective, c'est plutôt à éloigner l'horizon. 2050, on était en 2040 pendant très longtemps. Et là, il faut assez loin pour qu'on puisse voir différemment, et assez proche pour que tous les protagonistes de la pensée, de la réflexion, voient les conséquences de leur acte. C'est pour ça que la prochaine génération humaine me paraît être le temps
euh, important, ou en tout cas le temps bénéfique pour essayer justement de prendre de la hauteur sur le présent. Et puis, donc, on fait ces voyages aller-retour vers 2050 avec deux caravelles de 28 personnes très différentes. La biodiversité culturelle est, à mon avis, une des clés. Des regards différents sur la problématique. On a le secret pour essayer de trouver un petit peu les convergences qui sont, à mon avis, des. Moi, j'ai jamais compris ce qu'était une vérité en philosophie, mais je sais apprécier les convergences. Et quand des gens différents, de différents continents, de différents âges, de différentes métiers arrive à dire qu'il est urgent de prendre le temps, je sens que ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Et donc, j'ai pour grand plaisir, honneur et bonheur de faire un podcast qui s'appelle Dites à l'avenir que nous arrivons. Je le fais au théâtre des Bouffes du Nord, donc il y a un théâtre renaissant d'Hécatie à Port-de-la-Chapelle, incroyable avec une agora grecque. C'est un lieu magnifique, il y a 500 personnes et donc je parle avec des gens en qui j'ai confiance. Et pour moi, la confiance, c'est le pharmacone de l'époque. On crève de ne plus avoir confiance en personne ou en quoi que ce soit et à chaque fois qu'on trouve confiance en quelque chose ou en quelqu'un, on gagne des points de vie. Donc moi, j'ai confiance avec les personnes que je reçois. Donc on a eu Esther Duflo, prix Nobel d'économie, récemment Albert Moukébert, neuroscientifique atypique, Alain Damasio, le solar punk, on a eu Patrick Boucheron, cet incroyable historien qui a fait entre autres la curation de cette belle cérémonie d'ouverture des JO de Paris, et puis Cynthia Fleury. On voit bien que c'est des gens qui sont anormaux dans leur monde. Et en fait, ils sont extraordinaires dans leur monde. Et anormalité et extraordinaire, c'est exactement la même chose, sauf qu'on n'y porte pas les mêmes regards. Et en fait, la puissance de se raconter des histoires, c'est justement d'induire des potentialités. Si je dis de quelqu'un qu'il est extraordinaire ou qu'il est anormal, ça n'induit pas la même chose. Et on a une université populaire libre, ouverte et gratuite qui s'appelle Épopée, où on donne la quintessence de ce qu'on fait de mieux à qui veut bien partager ce moment. Et puis, moi, je voyage tellement dans le temps, dans le futur, mais aussi dans le passé, que là, en ce moment, je vous parle de mon cabinet de curiosité du futur, dans lequel je suis. Et je ramène des artefacts du futur. Et je vous conte, pour celles et ceux qui me font le bonheur de venir, puisque j'en suis le curieux collectionneur, je vous raconte comment on est arrivé à ce lieu multiculturel dont j'ai ramené la rosace bio-inspirée derrière moi, à cet traducteur de sentient qui a permis de comprendre qu'une mère cachalot disait à ses petits, qui a transformé leur regard spéciste qu'on avait par rapport à l'animal de manière irréversible. J'ai la carte de visite de la vice-première ministre du temps long et son secrétaire d'État aux bonnes idées. Et je vous raconte la magnifique soirée que j'ai passée avec eux, qui ont créé le super ministère du futur, qui a réhabilité le temps long au cœur de la 7e République, puisque comme vous le savez, la 6e, on l'a fait par effraction, et la 7e, on a stabilisé un peu les institutions. Donc, je raconte des histoires et le temps d'une expérience de pensée, je dépasse le c'est impossible par c'est fait. Et voilà ce que ça a changé. Et à mon avis, la prospective, cet art d'imaginer les futurs, les 2030 glorieuses, tout ce qui participe justement le temps d'une expérience de pensée, de dépasser le c'est impossible, qui vous est opposé à chaque fois que vous proposez quelque chose de nouveau. Il y a toujours quelqu'un pour vous dire c'est pas possible, t'es trop français, t'es trop barbu, t'es trop masculin maintenant, t'es trop occidentaux souvent. En fait, il y a toujours une opposition pour se permettre, pour ne pas se permettre d'imaginer ce que ça ferait si on arrivait à faire ce qu'on a dit. Et donc, ces expériences de pensée, que ce soit 2030 glorieuses, les nôtres ou la fresque des nouveaux récits, c'est de prendre le temps de savoir ce que ça ferait. Et en faisant ça, nos idées sont plus seulement des innovations qu'il faut porter, ça a des interactions sur les sujets entre eux, sur l'éducation, sur la manière de faire famille, sur la manière de faire société. Et donc, ça élargit la problématique à un projet de société qui, à mon avis, est le projet de société qui nous manque. Et donc, voilà ce qu'on fait. On essaye de donner une sagesse ancienne qui est que demain sera profondément ce que l'on va en faire. Léna, Angèle, je vous laisse prendre la main. Pas de souci, j'allais prendre la main. Alors, je peux vous laisser un peu plus de temps si vous voulez. Autrement, on va passer à l'atelier de Léna. Comme, comme tu le sens, Mathieu. Alors, pour vous dire, donc, on fait comme on a dit, Léna, c'est ça? Oui. Ça va, donc je prends la main. Euh, donc, les nouveaux récits, c'est quelque chose qu'on travaille depuis très longtemps. Le mot nouveau récit, il est apparu assez récemment, finalement. Mais des histoires, l'humanité s'en raconte depuis la nuit des temps. Nous, on est des espèces fabulatrices, les humains. On se raconte des histoires.
depuis la nuit des temps avec une telle intensité que ça transforme des civilisations, nos histoires. Je ne parle pas que des religions d'ailleurs. Regardez comment l'argent, c'est une histoire de confiance qui tient depuis la nuit des temps. Avant, c'était corrélé encore nos billets de papier là, qui valent rien avec un équivalent or qu'on gardait dans des coffres. Mais depuis les années 70, il n'y a même plus d'équivalent or. Donc c'est vraiment une histoire à laquelle on croit et qui structure des sociétés. Et un peu en filigrane de notre webinaire, mais de l'époque, c'est quelle histoire on va se raconter pour aller où? C'est quoi la prochaine histoire qui va nous emmener à un autre seuil de civilisation? Et on peut se le dire vraiment d'entrée de jeu, le futur en tout cas, ce prétexte qu'on vous propose, 2030 Glorieuse et nous, c'est vraiment un prétexte pour introspecter le présent. C'est un détour. Moi, j'aime bien des phrases à valeur de maxime, et j'aime bien celle-là. La seule façon de prendre du recul pour nous, c'est d'éloigner l'horizon. Et donc, le temps de ces expériences, on éloigne l'horizon, justement pour un peu dépasser l'impossible, ne serait-ce que le temps du moment qu'on partage ensemble. Et, euh, et l'histoire, moi je suis historien, c'est aussi un prétexte à éclairer le présent. En fait, l'historienne et l'historien, ils sont pas en 2000, en 2000 ou avec Olympe de Gouges ou avec Hypatie d'Alexandrie ou avec Magellan. Ils prennent des variables, ils en font une histoire, ils racontent une histoire présumée. D'ailleurs, s'ils trouvent des nouvelles variables, il y a des nouvelles histoires qui sont racontées. Là, l'histoire, elle est toujours à date. Mais la prospective, c'est la même chose, le futur, sauf qu'on est contemporain de l'histoire et donc on peut la faire évoluer plus rapidement. Donc les deux sont un prétexte à introspecter le présent, qui est la finalité finalement de la prospective, c'est d'éclairer l'époque. Et époquer, en grec, on a la fin de l'histoire. Ça veut dire parenthèse en grec, époque. Et on est en train de voir la fermeture d'une parenthèse historique qu'on sait qu'elle a commencé au 19e siècle, la révolution industrielle. Elle est en train de s'achever. On voit de nos yeux vus la fermeture d'une parenthèse historique qui sera nommée. On avait le nom Anthropocène comme nom candidat, il n'a pas été choisi, dont acte, il sera nommé. Nous, on finira de notre vie dans une autre période historique. Il semble s'avérer qu'on soit dans une période d'entretemps, comme le dit Patrick Boucheron dans un essai éponyme. Et dans les périodes d'entretemps, il y a toujours les mêmes choses qui reviennent. Il y a les monstres qui sont de sortie. C'est peu dire que les monstres sont de sortie. Ils se sont donné rendez-vous d'ailleurs sur Twitter. Et en plus, il y a les exploratrices et les explorateurs qui prennent le large. Il y a des gens qui dépassent le modèle. Il y a des gens qui construisent ici et maintenant le monde dans lequel ils aspirent profondément à vivre. Et on est dans ce moment où, entre les monstres et celles et ceux qui dépassent, on est dans cet entretemps qui va nous amener de toute façon à quelque chose de différent. Pourquoi? Parce que ce qui se ferme, c'est donc dans ces moments d'entretemps, il y a des intercesseurs et des intercesseurs qui sont les artistes. D'ailleurs, dans la Renaissance il y a 500 ans, on confond assez bien la Renaissance avec les Michelangelo, les Donatello, les Leonardo. En fait, on se demande d'ailleurs si c'est eux qui ont accouché de ces artistes ou l'inverse. Moi, je pense que c'est Banksy qui sera l'artiste de notre entretemps à nous, parce qu'avec une humilité à contre-rebours du narcissisme ambiant des réseaux, on ne connaît toujours pas sa tête. Il va à Nice chez Léna ou à Marseille, il écrit dans la nuit une phrase pleine de sens et c'est le monde entier qui réfléchit. Et il nous le dit, Banksy, c'est notre mode de vie en fait qui est plus en stock. L'idée même, l'imaginaire du mode de vie des 30 Glorieuses, qui, si on le met à l'échelle de la planète qui est derrière Léna, avec la même gourmandise, la même besoin de matériel pour alimenter un système économique qui est gourmandissime, on peut se le dire, ce n'est pas possible de jouer à 9 milliards d'individus à ce jeu-là qui n'était pensé que pour 450 millions d'individus. Donc, on est dans un moment là où de toute façon, on va devoir changer parce que ça ne tient plus. Et à mon avis, il y a plus de risques à pas bouger qu'à bouger. On le sent bien d'ailleurs qu'il va falloir bouger en toute chose. Par contre, on est déboussolé, on est désorienté, on ne sait pas par où commencer, tellement tout est à repenser. Et donc, ce temps qu'on prend pour aller, le temps d'une expérience de pensée dans l'avenir, c'est justement ce temps pour euh, prendre de la hauteur par rapport à la pression du présent qui nous tétanise. Et donc, quand on ouvre les futurs, si on le fait bien, la conséquence, c'est que ça libère le présent. Et à mon avis, il est urgent de libérer le présent. Parce que vraiment, il est tétanisé, il est engoncé. C'est incroyable comment, quand vous pouvez porter l'idée que demain soit autrement qu'une érosion, on vous traite d'hérétique. Il y a quelque chose là qui a été colonisé dans notre imaginaire et ça fait très longtemps que notre imaginaire, il est préparé, d'ailleurs, à qu'un seul scénario, que demain soit une érosion du présent. Je vous ai mis quelques films de science-fiction que vous avez certainement vus. En fait, c'est toujours les mêmes scénarios dans les films de science-fiction depuis 50 ans. C'est toujours un futur foiré, sombre. Ils rajoutent de l'obstruction, donc parfois c'est du smog, parfois c'est de la fumée, du sable, que sais-je. On est sûr de ne pas se voir à 1 mètre. Il y a un game over généralisé
de l'environnement, il n'y en a plus, ou alors il est sous cloche comme un trésor. Et puis le seul îlot d'espoir qui vous reste à 2 tiers du film, c'est l'amour d'un homme et d'une femme et d'une femme, d'un homme, d'une femme, d'un troupe. Vous choisissez la combinaison qui vous plaît, mais le simple fait de pouvoir encore avoir la capacité d'aimer, là réside l'espoir. C'est quand même pas toujours comme ça qu'on a raconté les histoires de l'avenir, hein. Au 19e siècle, à la Belle Époque, la bien nommée, Jules Verne, il a écrit des dystopies comme ça, mais son éditeur ne les a jamais prises. À aucun moment au 19e, à la Belle Époque, on aurait pensé que demain soit moins bien qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Si vous écrivez une utopie, que vous allez voir votre éditrice ou votre éditeur, en fait, ils vont dire: ouais, je suis pas sûr que ça va plaire à grand monde. On a colonisé l'imaginaire par rapport à l'avenir depuis le XXe siècle. Et moi, qui suis historien, je pense que les 2 guerres mondiales, particulièrement en Europe, ont relativisé le progrès. En fait, quand vous êtes survivant d'un bombardement technologique qui a annihilé, y compris la cathédrale qui était là depuis 1500 ans, eh bien, vous posez des questions sur le progrès. Et donc, on est encore dans ces conséquences un peu traumatiques du progrès. Et l'idée, c'est qu'on n'a pas toujours été comme ça. Il y a une histoire qui vous amène à maintenant. Et même ça, on peut en parler. Moi, j'adore l'histoire pour ça, parce que l'historiographie, c'est l'histoire de l'histoire. En fait, le présent, depuis toujours, il colonise le passé. Il se raconte des histoires au gré de ses besoins. Il peut dire que le présent colonise aussi les histoires qui vont arriver. Et en fait, l'histoire qu'on se raconte, elle a une vertu: plus on le raconte souvent, plus on le raconte fort, plus on induit les bifurcations. Donc, si du matin, midi au soir, on vous dit dans les médias, ou dans le monde politique, ou même dans les dimanches en famille un peu sinistrés, que demain sera moins bien qu'aujourd'hui et qu'on a d'autres choix que de vivre avec une érosion qui nous amène dans une impasse, il est fort à parier que même vous, les plus motivés qui avez pris ce temps-là pour parler d'imaginaire, on va contribuer malgré nous à ça. Par contre, si à contrario, on dit que demain est une grande aventure, que demain, on va avoir besoin de toutes et tous pour essayer de peut-être retrouver le goût de l'essentiel. Si on dit que demain, c'est peut-être la promesse d'une nouvelle renaissance, comme il y a 500 ans, et que ça va structurer une prochaine étape de civilisation, eh bien, l'effet est le même. Ça donne envie de contribuer à quelque chose de plus grand que nous. Donc, les histoires qu'on se raconte induisent les bifurcations que l'on choisit. C'est pour ça, à mon avis, qu'il est important de parler de ces histoires-là. Et puis, si vous me suivez dans la Renaissance, l'hypothèse qu'on est peut-être dans une nouvelle Renaissance, moment traumatique, hein, la Renaissance, il y a 500 ans. Les Renaissantes et les Renaissances ne se sentaient pas en Renaissance le temps de la Renaissance. C'est vraiment pour eux, c'était une crise multiculturelle, culturelle. Toutes les certitudes canoniques de la science étaient revisitées à la lumière de la sagesse antique que les Arabes avaient recopiée et qu'on avait redécouvert. Et donc finalement, ils remettaient des lunettes nouvelles pour prendre une réflexion sur ce qu'ils faisaient, ce qu'ils avaient pris le temps, l'habitude, et qu'ils n'avaient jamais questionné de faire autrement. Nous, dans notre Renaissance, je pense qu'il va être le plus transformateur, c'est pas tant les solutions qu'on va apporter que le regard nouveau qu'on va apporter sur ce qu'on faisait et qu'on questionnait pas. Et à mon avis, c'est le regard du vivant qui va être le plus transformateur. Le vivant, ce mot que vous connaissiez pas quand vous étiez petit. Quand vous étiez petit, il y avait nature, environnement humain pour séparer les choses. C'est comme ça qu'on avait installé l'humanité. L'humanité, elle était sur une planète qui modestement était un parmi les astres. C'était ça la grande humilité de la Renaissance. Par contre, on n'a pas été assez humble pour pas se mettre au centre de l'astre. Et donc, on était maître et possesseur de la nature. Ce qu'on est en train de faire là, c'est qu'on est en train de questionner ça. Et c'est aussi dur, aussi traumatique qu'à la Renaissance, quand ils ont questionné la place de la Terre dans l'univers. On a des gens qui disent que c'est pas possible, pour plein de raisons d'ailleurs. On est dans ce moment où on redécouvre qu'avec les lois du vivant, eh bien, c'est d'autres règles qui s'appliquent. Moi, je suis toujours étonné dans une fois. Moi, j'ai un biomiméticien, j'ai une équipe de biomiméticiennes et de biomiméticiens dans l'institut. Dans une forêt, il y a pas de chef et pourtant ça pousse. C'est donc qu'il y a d'autres moyens d'organisation, de s'organiser, que simplement un truc pyramidal, hiérarchique, qui est très 19e siècle, qui est très productiviste, extractif, carboné, comme l'a dit Léna. Et il y a quelque chose où retrouver les moyens de faire autrement est quelque chose de libérateur. Donc, si vous me suivez dans la Renaissance, si vous me suivez dans le vivant, comme lunette qui va profondément transformer notre perception des choses, nous, on a été chenilles toute notre vie. Toute notre vie, on a vu l'horizontalité du monde. Et quand vous augurez à une chenille qu'elle puisse être papillon, elle vous traite d'hérétique. En fait, elle n'a pas l'idée de pouvoir devenir papillon, elle n'a pas la volonté de vouloir devenir papillon, elle n'a même pas la capacité de considérer qu'elle puisse l'être. Elle a une croyance limitante.
malgré la croyance limitante, il y a un moment donné dans l'écosystème chenille des cellules de papillons qui arrivent pour essayer de provoquer l'étape d'après. Eh bien, le réflexe de la chenille, comme de l'humain d'ailleurs, c'est d'envoyer les anticorps. Pourquoi? Parce qu'une chenille comme un humain, ça n'aime pas changer. Ça préfère conserver une situation, fût-elle inconfortable, que de prendre le risque d'aller vers du mieux. Et en partie, en filigrane de notre propos ce midi, mais de l'époque, c'est qu'il va falloir bouger, il va falloir gérer cette incertitude que ni la chenille ni l'humain n'aiment bien. Malgré la croyance limitante, malgré les forces réactionnaires, à un moment donné, il y a plus de cellules de papillons que de forces réactionnaires pour les bloquer, et on passe dans la seconde phase, la chrysalide. Et à mon avis, plus que des crises, on est en train de vivre des chrysalides, des transmutations, pour peut-être aller vers un autre état qui pourrait être symbolisé par le papillon. Eh bien, les biologistes ont décidé de nommer ces cellules de papillon des cellules imaginales, comme si l'imaginaire était le préalable à toute révolution et encore mieux, à toute évolution. Donc nous, si j'avais à résumer ce qu'on fait, on est dans l'exploration. Dans l'exploration, quand vous n'avez pas de carte, vous avez deux moyens pour partir. Soit vous évitez les écueils et par défaut, ça crée une voie, soit vous choisissez un horizon et vous appréhendez l'incertitude différemment. C'est plutôt celle-là qu'on a envie de véhiculer parce que c'est celle qui est la plus efficace dans le temps long. Et donc, on adresse la question de l'horizon. Et l'horizon, c'est vraiment, pour celles et ceux qui n'ont pas de carte, cette boussole qui va vous quand même donner un repère. D'ailleurs, Alexia Barrière, qui vient de temps en temps dans l'Institut des futurs souhaitables, qui a fait le Vendée Globe, c'est la 9e femme à avoir accompli le Vendée Globe toute seule, 110 jours. Elle le dit, quand elle a de l'énergie, quand elle a un horizon, quand la tempête arrive, elle peut traverser la tempête et ça la fait gagner en vitesse. Par contre, si elle n'a pas d'énergie, elle se décale, elle change de cap, elle laisse passer la tempête et elle rechange de cap, mais elle sait où elle va parce qu'elle a un horizon. Et en faisant ça, choisir un horizon, ce qui est l'invitation de la prospective, c'est répondre à cet apophthegme de Sénèque qui disait que nul vent favorable pour celui qui ne sait où il va. En politique, en économie et dans nos vies. Et d'ailleurs, ça ne vous a pas échappé que les noms des partis politiques ont changé, que certains s'appellent Horizon, quand d'autres s'appellent Renaissance, quand le quatrième s'appelle l'Avenir en commun. Ça veut dire que la destination est redevenue d'actualité, parce qu'ils savent que si on ne change rien, on va dans une impasse. Donc prendre le temps de questionner les récits qui vont nous mouvoir, c'est à mon avis le préalable pour toute exploration. Merci Léna, beaucoup, j'ai fait ta Mathieu. première partie, hein. Merci beaucoup, c'était super éclairant sur le concept des nouveaux récits et sur leur pouvoir pour se mettre en action. Léna, je vais te laisser animer une prochaine partie qui va être beaucoup plus interactive. Yes, tout à fait. Merci beaucoup. C'était passionnant. Merci. Moi aussi, je sens cette opportunité historique que l'on a de se réinventer. Angèle, je crois que tu peux projeter la slide sur notre petite expérimentation. On vous propose en ce midi de prendre un temps qui va nous faire du bien, un temps pour nous, dans un espace-temps relativement réduit, mais d'expérimenter un petit peu cette projection sur ce futur souhaitable. Donc pendant ces quelques minutes, on va vraiment se lâcher. J'aime bien, moi, reprendre les mots de Donella Binose, qui est une des femmes qui m'inspire le plus au monde, qui est co-autrice du rapport Meadows Limits to Growth, qui dit que, en fait, vous avez souvent ce réflexe, comme dont parlait Mathieu, de lorsqu'on va se projeter, on va avoir ces petites voix dans la tête qui disent mais c'est pas possible. Soit ça vient de l'extérieur, soit ça vient de nous. On va avoir cet autocenseur très rapidement. Eh bien, je vous propose de suspendre ce jugement pendant ce temps-là, de le mettre de côté. S'il arrive, c'est OK. Vous le mettez juste de côté et de vous projeter, comme dit Donella Meadows, sur un récit qui est le plus ambitieux possible et que vous allez juger à l'aune du respect de vos valeurs. Inversement, si vous avez cet esprit critique très fort et ce besoin d'un plan d'action très pragmatique, ça, on le fera après. Et en fait, Donella Meadows, moi, elle m'a donné une grande leçon là-dessus, en séparant ce moment où on se projette sur le récit inspirant. On le juge à l'aune de nos valeurs. Et dans un deuxième temps, ensuite, on fait de nos rêves des stratégies et on va être très, très esprit critique pour aller challenger tout ça. Donc là, je vous propose d'être dans le premier temps, juste de se lâcher, de se projeter le plus loin possible. Et donc, je vais vous donner, ça va se faire en 3 étapes. Dans un premier temps, ça va être une petite mise en condition. On va fermer les yeux et se projeter en 2036.
Dans un deuxième temps, vous allez rédiger les éléments de cette de ce que vous avez projeté et les partager dans le chat si vous le voulez. Il n'y a pas d'obligation à le faire. Et dans un troisième temps, on prendra, si on a encore un petit peu de latitude, quelques partages à l'oral. À nouveau, pas d'obligation, mais ça peut être chouette de pouvoir échanger avec quelques-uns, quelques-unes. C'est parti? On se lance. Allez. Donc, je vous propose, si vous m'entendez bien? Ouais, super. Oui, c'est bon. Ok, merci beaucoup. Alors, je vous propose de fermer les yeux. De fermer les yeux et de juste écouter. Comment ça va pour vous là ce midi? Comment ça va vraiment? Comment vous vous sentez dans votre corps? Et tout ce qui vient est OK. Et vous pouvez prendre 3 grandes respirations à votre rythme. Votre rythme sera le bon. Et une fois que vous vous sentez un peu plus présente et présent, eh bien, vous pouvez choisir un mode de transport qui va vous amener en 2036. Ça peut être tout et n'importe quoi. Allez-y, lâchez-vous. Et puis, une fois que vous avez votre mode de transport, c'est parti, on embarque. On monte 2027, 2028, 2029, 2030, 31, 32, 33, 34, 35, 2036. Ça y est, vous pouvez débarquer en 2036. C'est quoi votre première image? 2036, cette époque fabuleuse où on a réussi à faire advenir enfin cette société plus durable, plus solidaire, plus heureuse. À quoi elle ressemble? Qu'est-ce qui fait battre votre cœur? Et dans votre entreprise, qu'est-ce que vous avez réussi à faire advenir en collectif? C'était difficile en 2026 et là, en 2036, on a réussi. Qu'est-ce que vous avez réussi? Qu'est-ce qui est essentiel pour vous? Et enfin, c'est quoi votre place à vous dans ce grand édifice du monde? J'aime beaucoup la citation de Saint-Exupéry qui dit: être humain, c'est être responsable. C'est sentir en posant sa pierre que l'on contribue à bâtir l'édifice du monde. Eh bien, quel édifice du monde? Et quelle est ma pierre là dans tout ça? Quelle est votre pierre? Je vous laisse continuer à vous projeter et tout doucement, à votre rythme,
revenir, ouvrir les yeux et marquer dans le chat le complément de ce que je vais vous copier-coller dans le chat sur votre projection. En 2036, nous avons enfin réussi à faire advenir dans la société quelque chose. Dans notre entreprise, les collectifs de salariés engagés ont contribué à, et moi, j'ai mobilisé mes capacités au service de. Vous pouvez copier-coller et répondre avec vos projections. Super, Isabelle. Je laisse prendre ce petit temps pour continuer à noter. Bon, c'est génial les projections qui arrivent. Magnifique. Est-ce qu'il y aurait une personne qui voudrait s'exprimer oralement pour nous partager sa projection? Je crois qu'on aura le temps de juste un seul partage. Merci beaucoup pour tout ce que vous mettez dans le chat, c'est très inspirant. Vous voyez ce qu'on arrive à faire en très très peu de temps. Donc imaginez sur un atelier de 2 heures, sur des parcours sur 6 mois ou plus. Ça fait du bien, hein? Allez, est-ce qu'on aurait une courageuse, un courageux qui voudrait s'exprimer? Ça peut être juste de nous lire ce que vous avez partagé dans le chat, hein, tout simplement. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a... Oui, Renaud? Ouais, après, ça va être un peu plus difficile, je pense. Donc moi, j'ai mis la généralisation des coopératives qui limite la lucrativité. C'est une forme un peu plus positive d'évoquer la fin du capitalisme. Mhm. On a souvent beaucoup plus de difficultés à imaginer la fin du capitalisme que la fin du monde. Donc, merci de proposer une alternative. Exactement. Ok, bon, on va s'arrêter là. Je vous encourage à vous enrichir de tout ce qui a été partagé dans le chat. Et voilà un petit peu une démonstration de ce que peut faire 2030 Glorieuse, l'IFS avec d'autres techniques sur des temps plus ou moins longs. En tout cas, voilà, ça ferait vraiment beaucoup de bien de se projeter à la fois pour soi, mais aussi parce que, comme disait Mathieu tout à l'heure, demain sera profondément ce que l'on en fait. J'aime beaucoup cette citation. Je te laisse la main, Angèle. Merci beaucoup, Léna. Et merci à vous deux pour ces 2 moments
qui étaient tous les deux très inspirants. Vous m'entendez bien? Ouais, super. On peut maintenant passer à une partie plutôt discussion. On va pouvoir échanger ensemble et je vais laisser finalement la parole au chat dans les dernières minutes. Si jamais vous avez des questions l'un pour l'autre, vous pouvez également vous les poser. Moi, je vais commencer par vous demander, en entreprise, étant donné que les entreprises ont déjà leurs propres récits, que ce soit des récits de croissance, de performance, de rentabilité, comment on fait pour aborder les nouveaux récits et ne pas se faire récupérer par ces anciens récits, entre guillemets, dominants? Tu commences, Mathieu? Je commence? Je t'en prie. Hum, Moi, je dirais que dans un premier temps, c'est absolument nécessaire, mais pas suffisant, de comprendre l'impasse du récit actuel, à quel point il nous mène dans le mur, et donc d'avoir cette première phase de sensibilisation pour comprendre l'urgence, l'ampleur et la gravité de la situation actuelle. Sinon, les récits que l'on va ensuite projeter sur un autre édifice du monde, pour reprendre la citation de Saint-Exupéry, ne vont peut-être pas être assez à la hauteur. J'ai fait plusieurs expérimentations de voyages en 2030 glorieuse ou d'autres outils qui projetaient sur des nouveaux récits où on avait des partages de valeurs, de très très chouettes valeurs, de retour à des essentiels, mais on n'avait pas une projection sociétale suffisante par manque de conscience de l'impasse du système actuel. Donc je dirais que ça, c'est un prérequis absolument nécessaire pour pas se faire absorber, encapsuler dans les récits actuels. C'est essayer de comprendre, en fait, de dépeindre l'édifice du monde actuel pour mieux en peindre un autre. Et un petit peu comme des bâtisseurs de cathédrales, se dire que bah voilà, si on avait un projet pour les 300 prochaines années, à quoi ressemble ce nouvel édifice du monde qui correspond bien entendu à ses valeurs. Je pense que c'est absolument clé de commencer par là. Merci. Mathieu, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Hop. Ah, je ne sais pas si Mathieu nous entend encore. Je vais enchaîner. Ouais, je vous entends. Ah, super, J'ai trop été bien. exfiltré. Je ne sais pas comment. C'est le mot capitalisme qui a dû faire tilter un truc, pour le coup. Est-ce que tu voulais continuer sur cette question? Avec plaisir. Moi, je pense qu'il y a une inversion de la charge de la preuve qui a été faite et c'est plutôt salutaire. Pendant tout un temps, donc le temps, il y a très longtemps, quand vous proposiez une alternative à un truc qui était triomphant, où on ne se posait pas la question, on vous traitait vraiment de fou et d'hérétique. Là, même le système en l'état sent qu'il ne peut pas continuer sans à minima une petite introspection. Donc il y a déjà un truc qui est en train de bouger. Moi, j'irais même un peu plus loin. Je pense que les folles et les fous, aujourd'hui, ne sont pas celles et ceux qui pensent la différence. Les folles et les fous sont celles et ceux qui pensent que le système peut continuer comme ça sans rien changer. En fait, l'inversion de la charge de la preuve, ça a un effet, ce qui fait que les alternatives vont pas perdre du temps à s'excuser d'être différents. Et en plus, on est dans une phase de progression d'une idée. Parce que Schopenhauer aurait dit qu'une idée comme une révolution, ça a 3 temps. Au début, c'est ridicule, ensuite c'est dangereux et après c'est évident. Clairement, ce que vous allez appréhender dans vos futurs souhaitables, c'est pas encore l'évidence, c'est pas encore la norme. Par contre, c'est pas non plus le côté hérétique et ridicule. On est dans la phase danger. On est dans le moment où on va devoir bouger un certain nombre de choses et il y a des intérêts qui ne veulent pas être bougés. Donc on est dans la phase d'épopée, dans la phase d'aventure, dans la phase où moi j'augure qu'il y aura des séries Netflix sur celles et ceux changemakers dans leur structure qui vont essayer de bouger le système. On est dans la phase vraiment, on est dans le cœur finalement de notre moment de métamorphose. Je pense qu'on est dans la chrysalide. Voilà. Et donc, les boîtes, elles savent bien qu'elles ne peuvent pas continuer comme ça longtemps. Ça dépend sur combien de temps. Sur 5 ans, elles peuvent continuer. Mais c'est pour ça que prolonger à 15, 20 ans, là, elles sentent que ça ne va pas être aussi facile de rien changer. Et donc, à un moment donné, il y a plus de difficultés à pas changer qu'à changer. Il y a un truc comme ça qui est en train de se passer. Et puis, ce qui est profondément aussi
traumatique pour les boîtes, c'est que moi j'étais surpris quand la raison d'être est venue dans les boîtes. Je me demandais comment elle faisait avant, en fait. En fait, avant, elle suivait un chemin qui avait été établi comme un chemin de développement, qui était un chemin plutôt libéral, plutôt anglo-saxon, capitalistique bien évidemment, mais ça fait longtemps qu'on est dans le capitalisme, hein, on va transmuter, il y aura encore un peu de capitalisme après, mais et en fait, ils avaient une telle croyance que le mode de développement, c'était l'étendue de ce système, que dans les années 80, on a pensé la fin de l'histoire. Enfin, ils ont pensé la fin de l'histoire. On a pensé, les humains, qu'il y a eu une fin d'histoire, stop, on arrête, et voilà, on a gagné. Et en fait, ils avaient oublié dans l'équation que la biosphère, elle n'était pas infinie, qu'elle n'était pas rancunière par rapport à la pollution, qu'elle n'était pas esclave, qu'il n'était pas maître et possesseur de la nature. Et c'est ça qui s'est remis dans notre questionnement. Et donc, on doit faire ça avec, et on sent bien que le système tel qu'il a été pensé ne peut pas être prorogé. Donc, on est dans un moment où ils sont désorientés, déboussolés, et moi, je vois plein de gens ouverts à penser un peu différemment, à faire des pas de côté. Regardez comme on veut être out of the box. Tout le monde, il a envie de faire des trucs out of the box en séminaire. Et pourquoi? Parce que la boîte, elle nous a structurés. Pierre Rabhi, il le disait quand à TEDx Paris, on travaille tous dans des boîtes, des petites, des grandes boîtes. Pour aller s'amuser, on y va en boîte. Il disait, bien sûr, dans sa caisse. Et moi, je rajoutais qu'on magnifie les startups qui sont incubées. Donc, on voit bien que la boîte, c'est vraiment un modèle du 19e siècle qui n'a plus lieu d'être. D'ailleurs, on a envie de sortir de cette boîte-là. Donc, on est dans un moment là de tension, certes, mais où il y a des ouvertures et des fenêtres de tir pour essayer de faire différemment. Et moi, j'ajouterais juste un truc. La promesse de la métamorphose, c'est aussi la promesse d'aller vers l'essentiel. Et dans nos vies de citoyens, dans nos vies de famille, dans nos vies de boîte, on a un peu envie d'aller à l'essentiel parce que peut-être qu'on s'est perdu avec des choses qui n'étaient pas si essentielles que ça. Merci. S'il y a des questions dans le chat, je vous propose de les écrire ou de les poser directement à l'oral en levant la main. Hop, je vais attendre un peu, sinon j'ai des questions de mon côté. Je me permets d'enchaîner. Ah, Paul, vas-y. Euh, ma question, elle est pour vous deux. Ce serait, dans notre réseau de collectifs, on a des collectifs qui sont et des salariés qui sont à des niveaux variés d'énergie, de motivation, d'avancement aussi, de maturité dans les actions. Et ils nous posent régulièrement la question de qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation. Alors, on est dans une phase d'essoufflement, ou alors on est au contraire dans une phase où on a mené pas mal d'actions, on cherche à aller plus loin, on est à un palier. À quel moment est-ce que vous estimez que se saisir des nouveaux récits a le plus d'impact pour eux, pour convaincre, pour embarquer, pour recruter, pour discuter avec la direction, pour discuter avec l'externe aussi? Est-ce que vous aurez des conseils en lien avec, avec ces différentes étapes de vie d'un collectif qui cherche à transformer l'intérieur et pour qui finalement les nouveaux récits est avant tout une façon de présenter une posture, un outil pour eux? Léna, je t'en prie. Ok. C'est vrai que parfois on peut se sentir face à une montagne et sentir peut-être les fous du village qui demandent à d'autres de rejoindre. Mais comme a dit Mathieu et comme disait Erasme, ce n'est que pure folie que vouloir être sage dans ce monde de fous. Et donc peut-être qu'il s'agit de décomposer la montagne en petits paliers. En petits paliers, dans un premier temps, d'avoir conscience que j'aime beaucoup les citations, alors désolée, je vous en remets une autre, de Margaret Mead qui dit: Ne doutez jamais qu'un petit nombre d'individus puisse changer le monde, en vérité, c'est toujours ce qui s'est produit. Et donc, peut-être que cette montagne, c'est déjà enlever cette perception de il va falloir convaincre tout le monde. Et penser peut-être un peu plus stratégique sur quelles sont les bonnes personnes. Et moi, je dirais que par où commencer? Déjà, commencer par soi et d'avoir un allié en soi sur cette projection d'un futur souhaitable où je renoue avec de l'espoir déjà personnellement. Ce deuxième allié, ça peut être un duo.
Il y a un superbe outil de la Galaxy 2030 Glorieux qui s'appelle Duos. Je vous mettrai le lien aussi dans le chat, qui permet une fois qu'on s'est projeté dans ce futur souhaitable, d'aboutir concrètement avec son duo à concrétiser ses rêves. Et ensuite, avec ce duo qui peut faire partie des collectifs, ou pas, ça peut être une nouvelle personne qui intègre les collectifs, eh bien, penser stratégique à quel va être ce petit nombre d'individus qui est absolument clé dans votre entreprise. Est-ce que, bon, bien sûr, il y a la direction, est-ce que ça peut être aussi les RH dans un plan de formation qui viserait à embarquer sur des compétences métiers, la formation aux compétences métiers. Les services RSE, évidemment, sont vos alliés. Donc, essayez de voir voilà, quelles vont être les personnes qui vont pouvoir tester, expérimenter, là, comme on l'a fait sur un temps très court d'un webinaire ou sur un premier atelier. Un atelier 2030 Glorieuse, par exemple, c'est juste 2 heures. Il peut y avoir des formats, moi je recommande des formats un peu plus longs d'une demi-journée pour atterrir sur une contextualisation des pistes d'action. Mais voilà, on peut avoir des petits produits d'appel comme ça, très simples, qui permettent de venir tester, expérimenter avec les bonnes personnes. Et l'idée, c'est de donner envie de décupler. Et ça marche parce qu'on a fait ça avec 2030 Glorieuse, par exemple. Tout à l'heure, on citait quelques références, grandes compagnies d'assurance, où c'est parti du test de quelques-uns. Et ensuite, il y a du déploiement à des milliers de personnes. Donc voilà, c'est ce que je conseillerais sur la manière de penser stratégique sur les bonnes personnes à qui faire tester. Et commencer par soi. Merci pour ça. Pour compléter, on voit bien qu'il y a quand même des étapes qui sont indispensables, quel que soit d'ailleurs le format, quel que soit le secteur. C'est qu'il faut comprendre au départ où on en est. La lucidité, on se rappelle, c'est pas un synonyme de fatalité, donc il faut être lucide sur l'état du monde. Par contre, la lucidité, ça ne suffit pas. Moi, empiriquement, ça fait 25 ans que y a plein de gens très puissants qui savent et qui font pas pour autant. Donc savoir ne suffit pas. Sinon, on arrêterait tous de fumer, parce qu'on sait très bien que c'est ni bon ni pour soi, ni pour la société. Il y a quelque chose qui nous pousse à faire. Je pense que l'inspiration, donc ce qui est le sujet de notre petit moment ensemble, et les ateliers proposés, c'est ce moment où on peut dépasser le temps d'une expérience de pensée. On sent que c'est possible. Donc c'est pour ça qu'on teste la possibilité de faire différemment. Et après, ça doit nécessairement se conclure par de l'action. La prospective, dans la tête de Gaston Berger, qui est son inventeur au XXe siècle, c'est une philosophie de l'action. L'action est la finalité, la philosophie est le moyen. Nous, à l'Institut, c'est une poétique de l'action, mais l'action est toujours la finalité. Et les psy nous le disent, la seule façon pour sortir de la dépression, c'est de faire quelque chose, pour essayer de prendre en main sa destinée. Et donc, la vertu du faire, c'est qu'on rentre dans justement ce chemin pour aller vers l'horizon. Et en plus, la vertu du faire, c'est qu'on fait ensemble et qu'on veut faire encore d'autres choses. Donc, pour finir ce triptyque, moi, je mettrais 2 choses. C'est la conversation. Il est temps de réapprendre à se parler, y compris en n'étant pas d'accord. Nous, on fait des controverses d'utilité publique, on réapprend à pas être d'accord ensemble, parce que partager ses désaccords, c'est déjà une forme d'empathie. Ça, c'est pour juguler la fracturation du monde. Et ensuite, c'est de tenter des coups. Voilà. Moi, j'aime bien les petites cohortes qui tentent des coups, des petits trucs à prendre. On célèbre quand on a pris le truc et on fait d'autres choses. Là, derrière moi, vous avez le cabinet de curiosité, mais devant moi, j'ai un entrepôt d'armes de construction massive. Il y a des choses à faire ici et maintenant pour changer la donne quand, on a bien la ressenti qu'il y a d'autres choix que de se mouvoir, et en plus qu'on n'est pas le seul à le faire. Donc des petites cohortes, nous on les appelle des conspiratrices et des conspirateurs positifs, parce que conspirare en latin, ça veut dire respirer avec autant que fomenter. Je pense qu'on a besoin à ce moment-là de notre vie d'un nouveau souffle, et surtout d'un élan qui donne de l'allant. Merci. Merci beaucoup à tous les deux et à tous les participants. Pour clôturer ce webinaire, hop, je vais vous afficher les moyens de poursuivre. Alors déjà, de notre côté, on a notre prochain webinaire qui aura lieu le 2 juillet. Hop. Et du côté de l'IFS, vous pouvez scanner ce QR code pour avoir le prochain événement en ligne. Et ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Hop. Il me semble que c'est tout. Et juste Angèle, du côté de 2030 Glorieuse, j'ai mis le lien dans le chat des ateliers en ligne. Le prochain intervient le 3 juillet, puis vous avez aussi des ateliers en présentiel. Venez tester. Super, c'est ce que je cherchais.
Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Bonne journée tout le monde. Merci. Merci beaucoup.